Fake news de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Et je vous rappelle que cette émission est évidemment disponible sur le site de TV Liberté, tvliberté.com, mais également sur la chaîne YouTube de Jean-Yves Le Gallou, donc n'hésitez pas à vous abonner. Coronavirus, intoxication médiatique ou véritable danger? C'était le sujet de la semaine pour l'ensemble des médias. En ont-ils fait trop ou pas assez? Pourquoi certains médias évoquent-ils un prétendu racisme des Français? Nous tenterons de répondre à toutes ces questions. Disparition de 4 bénévoles de SOS Chrétien d'Orient. Une affaire Mila qui n'en finit pas de faire des vagues, notamment à cause du silence de certains médias et des déclarations hallucinantes de Nicole Belloubet. L'actualité médiatique de la semaine aura de nouveau été chargée. Salvini, les médias en pleine commedia dell'arte. Bien qu'il ait énormément augmenté le score de la coalition de droite dans la région Émilie-Romagne, les médias français tirent à boulet rouge contre Salvini, évoquant même une traversée du désert. Dans ce média, vous verrez pourquoi ces médias se trompent, comme d'habitude. Et pour commencer ce immédiat, c'est l'image de la semaine. Et Jean-Yves, cette image, c'est celle des affrontements entre les CRS et les pompiers à Paris. Oui, alors c'est un peu une image du chaos organisé par Macron en montant les uns contre les autres, puisque là on voit deux forces de sécurité importantes. La sécurité par rapport aux accidents, par rapport au feu, les pompiers, la sécurité publique, les policiers qui s'affrontent. Alors c'est pas la première fois, il y a déjà eu des affrontements. Les pompiers professionnels, c'est pas des pompiers militaires, c'est pas des pompiers volontaires, là qu'on voit là, c'est des pompiers professionnels, ils sont assez syndiqués et souvent assez vigoureux. Donc c'est pas la première fois qu'il y a ce type d'affrontement, mais c'est la première fois que c'est aussi spectaculaire et aussi massif. Et que ça donne une très mauvaise image à la France sur le plan international. Parce que ces images, elles circulent, bien sûr. Et on peut se demander quand même, une petite réflexion politique, mais voilà, c'est quand on voit ces scènes complètement hallucinantes qui ont été pointées du doigt par l'ensemble du spectre politique français, on peut quand même se demander ce qu'attend Emmanuel Macron pour réagir et pour essayer de sortir de la crise par le haut, quoi. Mais a priori, je ne crois pas. Il cherche, il est ravi que les uns s'opposent aux autres. Toute la logique de la réforme des retraites a été et est toujours d'opposer les uns aux autres. Macron, c'est le chaos. C'est la stratégie du chaos. Ouais, ça se voit. Passons au premier sujet, coronavirus, intoxication médiatique ou véritable danger. Tous les médias en ont fait leur une, la presse écrite, la radio, Internet. Tout le monde a évoqué en boucle cette épidémie de coronavirus et les journaux télévisés n'ont évidemment pas été en reste. Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. À la une, 3 cas confirmés en France d'infection au coronavirus. Les patients dépistés à Paris et Bordeaux sont hospitalisés. C'est une opération totalement inédite. L'évacuation de dizaines, voire de centaines de Français de Wuhan, la ville de Chine où sévit le coronavirus. L'épidémie de ce fameux coronavirus en Chine. Le bilan bondit ce matin à 80 morts, près de 3000 cas recensés. Alors Jean-Yves, on voit que le traitement médiatique a été massif. Pourquoi les médias en ont-ils fait autant par rapport à cette épidémie ? C'est un sujet, je dirais, normal. C'est aussi un sujet vendeur. Les épidémies, les grandes épidémies, ça renvoie un peu aux grandes pestes, à la science-fiction. Et c'est pas la première fois. Si on prend simplement dans les 15 ou 20 dernières années, les médias ont raffolé de crises sanitaires. Il y a eu l'affaire du SRAS,
En 2004, un peu comparable à ce qu'on a actuellement, enfin, en l'état actuel de nos connaissances. On a eu la grippe aviaire, on a eu la grippe porcine, on a eu H1N1. Et à chaque fois, ça fait vendre. À chaque fois, ça fait vendre. Pour des menaces qui, en tout cas, s'agissant de ces crises sanitaires que je viens d'évoquer, sont restées quand même très, très limitées. Alors Jean-Yves, on a parfois des reportages à la limite de la mise en scène. Exemple avec BFM, qui n'a pas hésité à rajouter de la musique à un sujet sur le coronavirus. La ville a été placée en quarantaine. 11 millions d'habitants sous cloche. Bah là, on est un peu dans l'apocalyptique. On voit la ville vide, c'est le côté science-fiction, avec la musique angoissante. Bon, c'est sûr que c'est très fort comme scénographie. Mais ce n'est que de la scénographie. Mais c'est très éditorialisé comme contenu. On s'éloigne quand même de la déontologie journalistique par ailleurs. Oui, vous êtes bien naïf de parler de déontologie journalistique. Oui, j'ai encore un peu d'espoir. Quelle fraîcheur. Quand j'allume parfois la télévision, oui. j'ai l'espoir que les journalistes traitent des sujets de manière neutre. Alors bon. Oui. De manière objective. Objective, c'est vrai. Alors, on a pu voir se multiplier les apparitions des experts santé des chaînes lors de ce traitement médiatique du coronavirus. Exemple avec Pascal Praud, qui a cédé le fauteuil de co-animateur de l'heure des pros à l'expert santé de la chaîne, le docteur Brigitte Millot. Quand on dit il n'y a pas de traitement, ça veut dire quoi, il n'y a pas de traitement? C'est-à-dire que si vous avez ça, il n'y a rien à faire? C'est le problème des virus. Un virus, par définition, il ne peut pas vivre tout seul. C'est un squatter. Un virus, comme il vit dans une de vos cellules, il faudrait qu'on tue vos cellules pour arriver... Donc les gens qui sont hospitalisés, ils ne reçoivent aucun traitement? Il y a un problème respiratoire. On va pouvoir donner une assistance respiratoire. On va faire baisser la fièvre quand il y a de la fièvre. Donc on fait un traitement symptomatique. Pour une fois, voilà un expert qui est clair, qui est simple, et qui ne s'en va pas dans toutes les directions. C'est plutôt un bon point pour Pro. C'est un bon point pour Pro, et aussi c'est le fait d'avoir des experts qui sont véritablement des experts, c'est-à-dire en l'occurrence un docteur, donc qui sait à peu près de quoi il parle. Parce qu'on a souvent des experts qui sont des experts que par le nom. Oui. Alors, que penser du virus sur le fond? Alors, Jean-Yves, je vais vous passer un extrait d'une émission de Sonia Mabrouk qui laisse à penser que le danger est très minime, et je vous laisserai commenter cet extrait ensuite. Olivier Bouchot, vous nous dites tout va bien. En fait, nous sommes habitués à faire face à ce genre de virus pour le moment, avec des cas qui sont assez finalement peu nombreux et maîtrisables. On est malheureusement habitué depuis ces dernières années à des crises sanitaires dites internationales. On a eu plusieurs avec le SRAS, les crises Ebola, etc. Donc il y a un système qui est très rodé en France. Pour les Français qui vivent en France, donc quand même très à distance de l'épicentre de l'épidémie, le risque au quotidien, il est absolument nul. La probabilité de côtoyer quelqu'un qui reviendrait de cette région de Chine est extrêmement faible. Dans les transports en commun, le risque est pratiquement nul. C'est pas une épidémie dramatique. Et peut-être que la surmédiatisation, ce qui n'est pas une critique en soi, c'est la vie actuelle est faite comme ça, contribue à faire monter les angoisses. Il faut effectivement relativiser les choses. En l'état actuel, il y a quelques dizaines de morts dans le monde et il y a 4 ou 5 personnes contaminées en France. Ça va sûrement augmenter. À l'heure où on enregistre cette émission. À l'heure où on enregistre cette émission, ça va sûrement augmenter. Bon, il faut quand même savoir que une grippe normale en France, c'est 10 000 morts. Ça a été 10 000 morts en 2018. C'est donc pas négligeable. 10 000 morts, d'ailleurs, souvent des personnes très âgées, parce que la grippe est une maladie opportuniste. Donc, pour le moment, nous n'en sommes évidemment même pas là. La dernière crise sanitaire qui a fait beaucoup de bruit il y a une dizaine d'années, le H1N1, c'est au total 18 000 morts dans l'ensemble du monde. Donc, ça reste assez limité. Alors, c'est vrai qu'il y a eu, dans un passé plus lointain, beaucoup plus de morts avec des épidémies mondiales. Je pense à la grippe de Hong Kong, qui avait fait plus d'1 million de morts en 1967-68. La grippe asiatique, 10 ans avant, qui avait fait, elle aussi, plus d'1 million de morts. Et bien sûr, il y a encore dans les mémoires collectives, même si c'est très lointain, la grippe espagnole au moment de la fin de la guerre de 14, qui, elle, avait fait au moins 30 millions de morts. Donc c'est effectivement, en pensant à ces grands événements,
qu'on peut avoir un minimum de crainte. Ceci étant, la grippe asiatique et la grippe de Hong Kong, qui sont les dernières épidémies mondiales, on peut dire, dont on parle, qui remontent maintenant à plus de 50 ou 60 ans, n'avaient pas particulièrement touché la France, en tout cas pas au-delà de ce que touche chaque année la simple grippe. Voilà. Bon, ceci étant, il y a toujours la crainte, c'est là qu'on retrouve la science-fiction, du virus mutant auquel on ne sait pas faire face. Oui, surtout que ça vient de Chine, où les données médicales sont quand même... On peut légitimement en douter un petit peu quand même de leur... Oui, alors il y a aussi tout un débat sur la Chine, entre certains qui ont un certain mépris sur la Chine, et d'autres comme le docteur Alexandre, qui explique qu'ils sont en fait très en avance en matière de technologie, d'intelligence artificielle et ça. Les deux ne sont pas incompatibles. Oui. C'est un pays de plus d'1 milliard d'habitants. Les deux ne sont pas incompatibles, bien sûr. Et tout comme le traitement médiatique est à la fois anxiogène pour vendre du papier, par exemple BFM qui met des musiques angoissantes comme on l'a vu, et en même temps, on donne la parole à des experts rassurants pour faire retomber les tensions aussi. En fait, il faut vendre du papier sans affoler la population. C'est un peu ça l'équation, quoi. Oui. Alors, il y a un angle médiatique qui prend de plus en plus d'ampleur quant au coronavirus ces derniers jours. Tout simplement, les Français seraient racistes, à commencer par les journalistes du Courrier Picard. La une du 26 janvier de ce journal local a fait parler d'elle nationalement. La une était titrée « Alerte jaune », donc une référence au virus, et aussi donc le jaune, la couleur traditionnellement associée aux Asiatiques. Alors sur les réseaux sociaux, plusieurs journalistes se sont émus de cette une considérée comme raciste. Évidemment, devant la levée de bouclier politiquement correcte, le Courrier Picard s'est excusé. Donc Jean-Yves, on voit que humour et épidémie ne font pas bon ménage. Non, il faut toujours être très prudent. Alors c'est vrai que... ça renvoie un peu l'alerte jaune, renvoie au péril jaune, qui était une formule qui remonte très loin et qui remonte à la fin du 19e ou au début du 20e siècle, au moment d'ailleurs où, sur le plan géopolitique, s'est produit le grand basculement quand le Japon a vaincu la Russie dans une série de batailles terrestres et navales, et où il y avait la crainte, effectivement, des Asiatiques de plus en plus nombreux à l'époque. Alors, les journalistes du Courrier Picard ne sont pas les seuls racistes pour les médias. Tous les Français... Tout le monde, il est raciste. Oui, tous les Français sont concernés. C'est en tout cas ce que nous expliquent quelques Asiatiques, complaisamment relayés par de nombreux médias, et en l'occurrence ici, BFM. En sortant de la salle de sport dimanche à Paris, ce jeune homme asiatique est pris à partie par un groupe d'adolescents. Un mec commence à faire à dire il y a le coronavirus qui arrive en nous désignant, quoi, sans nous regarder, mais en regardant ses potes. Et je vois, ils sont 7-8, ils sont en train de rigoler comme pas possible, mais genre, le truc c'est pas drôle du tout. Et ce jeune homme est loin d'être un cas isolé. Depuis l'apparition du coronavirus, les témoignages comme le sien se multiplient. Ce qui me fait le plus peur, je pense que c'est vraiment que des personnes en fassent un prétexte pour déverser leur haine et leur racisme. Pour lutter contre ces réactions, une jeune femme anonyme a lancé sur Internet le hashtag « Je ne suis pas un virus ». Alors évidemment, Combini n'a pas pu résister et a publié également une interview avec une journaliste asiatique sur ce sujet du racisme anti-asiatique. C'est pas parce que j'ai une tête d'asiatique que je suis reliée au coronavirus. C'est terrible de devoir rétablir des choses aussi simples et basiques. Il y a vraiment des gens qui se font interpeller dans la rue, qu'on regarde de façon très méprisante. Pendant cette psychose liée au virus, les gens ont mis de côté complètement leur rationalité. Ils mettent les gens dans des catégories. Tiens, asiatique, hop, virus. Et ça, je pense que c'est lié à des clichés historiques racistes. À chaque fois qu'il y a des maladies qui sont liées à une région spécifique, on a une résurgence de racisme ordinaire. Un virus n'a pas de nationalité. Oui, alors, premier commentaire, on interroge un Chinois d'ailleurs de dos, un Asiatique. Sur BFM. Sur BFM. Qui raconte le fait qu'il a été alpagué par 7 ou 8 jeunes qui ont blagué. Même pas, il a entendu une blague sur lui. Une blague, c'est pas quand même un drame absolu, quoi. Et donc on fait
vraiment d'un micro événement, un sujet de reportage. Mais c'est toute la force des télévisions ou des médias, c'est de mettre en avant les choses qui les arrangent. Bon, quant à la journaliste de Combini qui nous fait la petite leçon... Interrogée par Combini, qui nous fait la petite leçon sur le racisme, c'est une journaliste spécialisée dans le décodage ou le fact-checking sur France Inter, donc c'est pas non plus la garantie d'une grande neutralité. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir une réaction un petit peu naturelle. On vous explique qu'un virus se développe en Chine, on le montre, on parle de ça massivement à la télévision, et ben oui, après il y a un réflexe qui consiste à se dire ceux qui viennent de Chine ou qui sont susceptibles de venir de Chine, ils sont peut-être porteurs du virus. Bon, c'est le mélange, on peut dire, de préjugés naturels et d'une campagne médiatique. Il y a les deux choses, voilà. Et puis après, il y a l'humour plus ou moins potache qui peut tourner. L'humour étant aussi une manière de se distancier de la peur et de la crainte. Ouais. Donc c'est pas non plus complètement aberrant, mais toutes les occasions d'expliquer aux Européens qu'ils sont racistes sont bonnes. Et c'est vrai qu'il y a assez peu l'occasion de le faire avec les Asiatiques, donc qui sont d'ailleurs victimes dans certains quartiers d'un racisme qui n'est pas celui des Européens. Je pense le racisme dont les Asiatiques sont victimes dans les quartiers de Paris, que ce soit dans le 13e ou dans le nord de Paris, il vient pas spécialement des Européens. Mais là, donc, on peut en remettre une petite couche. Il faut pas que les médias s'en privent, ce serait dommage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, à défaut de contamination biologique par le virus du coronavirus, les Asiatiques interrogés par Combini BFM ont été contaminés idéologiquement par un autre virus que celui de la victimisation à outrance et toujours de pointer du doigt les Européens. Donc ça, c'est peut-être plus dangereux encore. Ils ont été bien choisis, à mon avis, parce que je ne pense pas que ce soit la tendance générale dans cette communauté qui vit plutôt tranquillement, un peu de son côté. Oui, mais qui comprend bien les choses. Je pense que si un virus avait il y avait une épidémie de virus en France, eh bien, les Français à l'étranger, ils seraient aussi un petit peu pointés du doigt, ou en tout cas, on noterait leur présence, on aurait un petit sentiment de recul un peu naturel si on les croisait dans les métros chinois, par exemple. Mais on n'en ferait pas tout un pataquès, c'est normal, en fait. Donc, réflexe assez naturel. Ouais. La manière dont on a combattu pendant des siècles, voire des millénaires, les épidémies, c'était la quarantaine. Oui, exactement. C'est de l'intolérance, la quarantaine, finalement, peut-être. C'était la méthode. Alors maintenant, on a peut-être d'autres méthodes. Mais si le virus était aussi sérieux, aussi dangereux que les médias veulent bien nous le laisser entendre, il faudrait prendre des mesures plus sérieuses de contrôle des frontières, notamment, comme le dit Présent, par exemple. Oui, Présent qui fait une là-dessus. Si tout ce qu'il nous raconte, faut vraiment le craindre, là, c'est peut-être ce qu'il faudrait faire. Alors, en tout cas, il y en a qui ne sont pas en quarantaine. Ce sont les experts invités par les médias. Et une séquence médiatique a fait bondir de nombreux internautes et observateurs. C'était le 25 janvier sur LCI. Jérôme Jaffray, politologue qui est régulièrement invité sur LCI, décidait d'analyser l'épidémie de coronavirus avec un angle étonnant. Nous ne parlerons plus sur les médias que de cette affaire. Les retraites, oubliées, là, les 3 jours de mobilisation de la semaine prochaine, c'est plus le sujet. C'est quand même un moment où le gouvernement peut reprendre pied. D'abord, c'est un moment de mobilisation collective. Renaud Pilas s'inquiète des hôpitaux. Au contraire, c'est pas le moment d'aller mettre en avant des revendications, des problèmes, etc. C'est pas le moment. Vous avez raison. Deuxièmement, les retraites et le débat des retraites perdent de sa force, évidemment. Donc, à quelque chose, malheureusement. Merci pour ce mot de la fin, Jérôme Jaffray, Olivier Duhamel. Alors Jean-Yves, est-ce que cet expert, malgré lui, il ne soulève pas un point assez important ? Il évoque tout simplement la diversion politique. Les médias en parlent parce que c'est un sujet qui fait vendre et les gens du pouvoir doivent se frotter les mains en disant pendant qu'on parle de ça... Avec une solution hydroalcoolique pour éviter oui, bravo, avec une solution hydroalcoolique, effectivement, en disant tant qu'on parle de ça, on ne parle pas du chaos des retraites, par exemple. Donc les médias pourraient même complaisamment, certains journalistes, en parler plus pour détourner un petit peu l'attention ou... Je ne pense pas qu'on les décourage d'en parler, en tout cas. Voilà, parce qu'il y a un intérêt commercial et il y a un intérêt politique. Donc pourquoi se priver ? Donc on va dire ça comme ça. Passons à la revue de presse.
Alors Jean-Yves, l'affaire Mila n'en finit plus de faire des remous. C'est cette jeune femme dont on avait parlé dans le précédent immédiat qui, lors d'un live, un direct Instagram, avait, suite à des insultes proférées par des jeunes d'origine vraisemblablement musulmane, avait dit que l'islam était, je la cite, de la merde et que le Coran était de la merde rempli d'incitation à la haine. Elle avait été menacée de mort par des milliers de personnes, prise à partie, elle ne peut plus se rendre dans son lycée, etc. Et depuis une semaine, l'affaire n'en a pas fini de s'étoffer avec les déclarations d'Abdallah Zekri, par exemple, qui est le délégué général du Conseil français du culte musulman. Donc c'est l'institution qui a vocation à représenter les musulmans auprès des pouvoirs publics. Et cet homme, il a été interrogé par Sud Radio et ses propos ont remis de l'huile sur le feu. Qu'elle critique les religions, je suis d'accord, mais d'une vulgarité pareille, d'insulter et tout ce qui s'ensuit, eh bien écoutez, maintenant elle assume les conséquences de ce qu'elle a dit. Oui, ce que dit ce personnage officiel, correspondant officiel des gouvernements au nom de l'islam, c'est faut assumer. Les menaces de mort qu'elle reçoit, au fond, c'est bien fait pour sa gueule. C'est ça qu'il dit. Voilà. Et donc, c'est quand même... il justifie ou il excuse, on va dire, les menaces de mort. Ouais, voilà. voire même encourage. Très fort, voire les encourage. C'est pour un représentant, soi-disant, de l'islam modéré, oui, bien sûr. C'est modérément modéré. C'est modérément modéré, oui, tout à fait. Alors Jean-Yves, face à ces propos, des voix médiatiques se sont heureusement élevées et Nicole Belloubet, ministre de la Justice, a tenu à réagir, mais en tenant des propos assez incroyables. Dans une démocratie, la menace de mort est inacceptable. L'insulte à la religion, c'est évidemment une atteinte à la liberté de conscience, c'est grave, mais ça n'a pas à voir avec la menace. Nicole Belloubet fait une fausse fenêtre entre les menaces de mort et les propos critiques de l'islam, ça c'est quand même première chose. Deuxième chose, elle explique qu'on n'a pas le droit de critiquer l'islam, elle rétablit le délit de blasphème, qui n'est pas du tout dans notre droit, alors qu'elle est elle-même issue de l'enseignement supérieur en droit, elle est au Conseil constitutionnel, et elle rétablit le délit de blasphème, et d'ailleurs elle ne le rétablit pas seulement dans les paroles, elle le rétablit dans les faits, puisqu'elle a donné comme instruction au procureur de Grenoble de poursuivre les propos de Mila, en tout cas d'ouvrir une enquête préliminaire sur ses propos. C'est absolument gravissime. Alors, ça a suscité des réactions. Oui, ça a suscité des réactions. Ça a scandalisé non pas seulement Jean-Yves Le Gallou, mais également Richard Malka, qui est l'avocat de Mila. On l'écoute. Et aujourd'hui, on a un ministre de la Justice qui vient nous dire une énormité juridique dénoncée par tous les professeurs de droit depuis ce matin, selon laquelle l'offense à la religion, ce serait une atteinte à la conscience. Ce serait une atteinte à la conscience. Elle ne fait que parler de la religion. Jamais elle ne parle des communautés. À partir de là, c'est la question du blasphème, du droit au blasphème, du droit à l'injure. Et contrairement à ce que pense Madame Belloubet, c'est un droit qui est libre. Ça a été jugé dans l'affaire Charlie Hebdo, évidemment, mais aussi dans bien d'autres affaires. Toujours sur le plateau, c'est à vous. Richard Malka a attaqué la gauche sur son silence. Et je vois que cette jeune fille, elle ne peut plus aller au lycée, on ne lui trouve plus de lycée, elle reçoit des milliers de menaces de mort, elle est insultée. Il n'y a pas une association des droits de l'homme qui a réagi depuis 10 jours. Pas une association féministe, pas une association LGBT. La gauche est à peu près totalement silencieuse, mais c'est un déshonneur, c'est un discrédit. Comment on peut accepter ça? C'est insupportable. Alors, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est non seulement le contenu, mais aussi, il faut regarder, il faut décrypter l'attitude de Patrick Cohen, qui se sent gêné, qui se sent visé sans doute, parce que c'est vrai que c'est un journaliste très, très militant, et il n'est pas très à l'aise. Non, ils sont pas à l'aise. Alors que Richard Malka est un avocat, tout ce qu'il y a de politiquement correct par ailleurs, voilà, qui donc est invité, et qui lui peut se permettre de critiquer d'ailleurs le silence de la gauche sur cette affaire, parce qu'il est invité, et les autres, comme ils ne sont pas invités, on ne peut pas les entendre. Mais c'est assez amusant de voir la gêne sur le plateau, la gêne médiatique, et une gêne qui s'est d'ailleurs qui a été analysée notamment par Arrêt sur Image, qui a publié un article. Les médias ne sont pas tous intéressés par l'affaire Mila, dans lequel le journaliste écrit « L'affaire Mila, après donc, son exhumation par le site Bellica,
a fait rapidement le tour du monde médiatique, enfin presque. Les Inrocks, Mediapart et Télérama ne l'ont pas du tout évoqué, Le Monde à peine, tandis que Libé s'est contenté d'un article de Check News. Et Jean-Yves, ce qui est intéressant, c'est la justification de la rédactrice en chef des Inrocks sur ce silence, qui déclare à l'AFP, au arrêt sur image, on s'est vraiment recentré sur la culture il y a un peu plus d'un an. Il y a beaucoup moins de papiers sur des thématiques sociétales ou politiques. Quand on connaît les Inrocks, c'est une explication qui fait doucement rire. Oui. Enfin, c'est la suite quand même du putsch qui a suivi l'affaire du LOL qu'il y a eu ce changement. Ce qui est intéressant... Alors, aussi, juste pour nos auditeurs, la Ligue du LOL, c'était donc des journalistes de plusieurs médias qui avaient soi-disant harcelé des collègues féminines et qui du coup s'étaient retrouvés virés de leurs médias respectifs. Absolument. Et les Inrocks... C'est une épuration en quelque sorte au sein de la gauche, où des féministes de gauche ont épuré des hommes de gauche aussi. Voilà, une sorte de guerre civile interne et de guerre des sexes interne à la presse de gauche. Ce qui est intéressant aussi de souligner dans l'affaire, c'est que l'affaire Mila est sortie beaucoup à travers le site Bellica, qui est le site de Solveig Mineo, qui est un site, on peut dire, féministe identitaire, là. Voilà. Si on peut qualifier les choses. Et c'est ce site-là qui a sorti l'affaire, qui est ensuite devenue une affaire médiatique et judiciaire. Alors, médiatique pas pour tout le monde, effectivement, mais malgré tout, quand même, même avec beaucoup de gêne et beaucoup de silence, finalement, cette affaire, elle est sortie. Et je pense aussi beaucoup grâce aux réseaux sociaux. C'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on peut contourner la censure grâce aux réseaux sociaux. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Relayer. Alors, autre sujet dans cette revue de presse, Jean-Yves, France Culture, qui est en extase devant un extra-européen vivant dans une cité dans la région parisienne et qui est célèbre pour avoir fait du cheval dans sa ville. Cheval qu'il montait avec son casque de scooter ou de moto. Sauf que, Jean-Yves, l'histoire n'est pas aussi belle que ça. On n'a pas de chance. Vraiment, ils n'ont pas de chance. Ils nous sortent un gentil migrant venu d'ailleurs. Enfin, c'est pas forcément un migrant, c'est peut-être un Français d'origine extra-européenne. Bon, alors un Français d'origine européenne, je ne sais pas. Donc, il nous présente comme gentil, qui fait du cheval dans le 93, etc. Malheureusement, peu de temps après, on découvre que le cheval est à moitié à l'abandon, mal nourri, qu'il lui manque 50 kilos. Et il faut que ce soit une association de défense de l'animal qui le récupère. Vraiment, pas de chance. Bon, encore loupé pour cette fois, mais promis, un jour, ils en trouveront un qui n'aura pas de casserole. Je pense quand même oui, c'est assez désespérant, cette affaire. Alors, Télérama qui poursuit dans son délire militant, Jean-Yves, avec ce tweet « Les propos racistes et antisémites en forte augmentation et Zemmour est toujours sur CNews ». Alors là, on a un très beau point Godwin, parce qu'on assimile Zemmour, dont chacun sait qu'il est juif d'origine, à la croix gammée. Ça, faut quand même le faire. Très beau point Godwin. Alors dans toute cette affaire, il y a aussi une malhonnêteté statistique. Qui consiste à mettre sur le même plan les menaces, qui sont quand même généralement verbales, et les actes. Et quand on regarde les menaces et les actes, on voit, s'agissant des actes, ce qui est quand même le plus grave, qu'il y a très très peu d'actes anti-musulmans, un petit peu plus d'actes antisémites, et beaucoup plus d'actes anti-chrétiens. 5 fois plus que d'actes antisémites et 10 fois plus ou 20 fois plus que d'actes anti-musulmans. Et comme on confond les menaces dont on ne sait pas trop à quoi ça correspond, comment on les répertorie, et les actes, eh bien, il y a une espèce de confusion et on attribue tout ça à Éric Zemmour, bien sûr, le nazi bien connu Éric Zemmour, c'est sûr. Donc bravo à Télérama. Ils sont en train de tuer le point Godwin, là. Qu'il continue. Alors, moins réjouissant, eh bien, c'est, Jean-Yves, comme vous le savez, 4 volontaires de l'association SOS Chrétien d'Orient qui ont disparu en Irak. Ça fait plus d'une semaine maintenant. L'émoi est évidemment total, ici sur ce plateau, bien entendu. Mais il est total ou presque, puisque certaines personnes ne partagent pas cet émoi, notamment Frédéric Martel, journaliste, qui déclare « Solidarité avec les 4 collaborateurs de SOS Chrétien d'Orient.
mais rappelle aussi des méthodes de cette ONG considérée par BuzzFeed comme proche de l'extrême droite. Alors ça, BuzzFeed, c'est une sacrée référence. Et les méthodes de l'ONG, je vois pas ce en quoi les méthodes... Surtout que c'est proche de l'extrême droite, c'est même pas d'extrême droite. Mais en quoi les méthodes de l'ONG, elle va aider des écoles, elle va aider des gens à reconstruire leur maison, elle va aider à fournir des livres, je vois pas en quoi ça veut rien dire, quoi. Mais il s'agit de diaboliser. Alors c'est pas n'importe... C'est un journaliste tout à fait militant, Slate, France Culture, et qui a notamment fait un livre un petit peu infiltré au sein du Vatican sur l'homosexualité dans les milieux de la curie. C'est un livre tout à fait à charge. C'est juste pour conclure... Et les réseaux. Ouais. Pas seulement les pratiques, mais les réseaux, quoi, voilà. Moi, ce qui me choque quand même dans cette histoire, c'est que parce que cette ONG serait considérée par un média de seconde zone, très partisan, comme proche de l'extrême droite, c'est-à-dire même pas d'extrême droite, ça suffirait pour cette personne à nuancer le soutien apporté aux 4 volontaires. Je trouve ça vraiment hallucinant. C'est même pas d'extrême droite, c'est proche de l'extrême droite selon BuzzFeed. Oui, mais sous ça, c'est la technique virale. L'extrême droite, proche de l'extrême droite, proche de tout le monde est proche de lui. Voilà, c'est la viralité, c'est la viralité du mal, vu de leur point de vue. Oui, effectivement, ils aimeraient bien nous mettre en quarantaine. Eux, par contre, là-dessus, ils le font d'ailleurs, parce que honnêtement, dans les médias subventionnés, vous n'êtes pas tellement invité souvent, Nicolas. On ne sait jamais, hein. Et dans nos médias, il faut qu'ils fonctionnent avec l'argent des donateurs. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est là que les choses ne sont pas tout à fait égales. Exactement. Alors, pour finir la revue de presse sur Note Positive, Jean-Yves, je vous propose de vous laisser surprendre un petit peu en écoutant un opposant à Emmanuel Macron qui se découvre, Alain Duhamel. Pour en revenir à En Marche et à la situation municipale de cette majorité, qui, je répète, part de rien, mais risque de n'arriver nulle part, aussi tel qu'elle s'y prend. Alors d'abord le fait que dans des villes qui a priori lui étaient promises comme Paris ou Lyon, il y a une grande incertitude, sinon oui, il y a une dissidence dans les deux cas, qu'il y a le tiers des villes de plus de 50 000 habitants dans lequel il y a un problème à l'intérieur de la majorité. Le tiers, c'est complètement aberrant. Ça prouve que ce sont des amateurs. Et il reste des amateurs. Ça prouve que c'est un faux parti, que c'est un faux mouvement, que c'est un demi-groupe parlementaire, parce qu'il se fissure, le groupe parlementaire. Oui, alors Nicolas, vous connaissez la formule. Ce n'est pas la girouette qui change, c'est le vent. Et donc, l'attitude de Duhamel est tout à fait intéressante. Je crois que c'est un indice qui annonce le fait qu'un jour ou l'autre, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, en tout cas, je pense, avant la prochaine élection présidentielle, les grands oligarques, le système va lâcher Macron, parce qu'il ne leur paraîtra plus défendable. Et donc, dans un premier temps, ils le lâcheront, et dans un deuxième temps, ils essaieront de promouvoir un produit de substitution. En tout cas, l'attitude de Duhamel est extrêmement caractéristique. Voilà un homme, je ne vais pas dire un journaliste, qui tient le haut du pavé médiatique depuis plus de 50 ans. Et donc, il a toujours su négocier les bons virages. Et là, il est en train de... Là, il le prend serré, son virage, parce que s'il passe du tout au tout... il commence à prendre... oui, il a du flair. Il a du flair. Bon, on va suivre son flair. Ça, quand même, c'est une... brosse à reluire d'or au Bobard d'or. Ouais, c'est vrai. Ouais, les Bobards d'or, d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, la prochaine édition, c'est très bientôt. 24 février, lundi 24 février, 19h30, au théâtre du gymnase Maribel. Inscription sur bobardor.fr. Passons au deuxième sujet, Salvini, les médias en pleine commedia dell'arte. En Italie, d'importantes élections régionales ont eu lieu, en Émilie-Romagne et en Calabre. Matteo Salvini en avait fait un symbole de sa montée en puissance. Si la coalition comprenant la Lega a bien triomphé en Calabre, elle a manqué la victoire en Émilie-Romagne, région historique de la gauche. Et les médias n'ont pas manqué d'attaquer frontalement Salvini, à commencer par Le Monde, qui évoque en une sa défaite. Et dans son article dédié à cette élection, Le Monde ne fait pas dans la dentelle, avec un titre « L'extrême droite de Matteo Salvini est battue aux élections régionales ». La Ligue extrême droite de Matteo Salvini a été battue
par la gauche. Le président sortant de la région devançait nettement avec un score aux alentours de 50% des voix son adversaire aux environs de 43%. Sa défaite en Émilie-Romagne pourrait, selon certains observateurs, marquer le début d'une longue traversée du désert dans l'opposition pour Salvini. Outre la forte influence aux urnes, la gauche a sans doute profité de la dynamique anti-salvinienne créée par les Sardines, un mouvement de jeunes devenu symbole national de la protestation contre l'extrême droite. Selon certains observateurs, le chef du gouvernement et le Parti démocrate devraient être renforcés par cette victoire de la gauche. Donc là, Salvini, c'est un perdant total, quoi. C'est un petit chef-d'œuvre, cet article, et qui a donné le ton, parce que c'est en une du Monde, avec la page 2 ensuite, c'est ce qui a donné le ton. C'est un petit chef-d'œuvre, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, d'abord, dans le choix du vocabulaire, extrême droite, extrême droite, extrême droite, le fait de dire selon les observateurs, sans dire lesquels. Donc c'est un article... Pourtant, il y a des guillemets derrière. Bon, donc c'est un article dans lequel il n'y a aucun chiffre. Quand on commente une élection, en général, on prend les résultats de l'élection d'avant, là je crois que c'était en 2014, et les résultats de l'élection actuelle. Là, il donne des estimations sorties d'urnes, mais effectivement, mais c'est très léger. il ne donne pas les comparaisons. Exactement. Il ne donne pas les comparaisons. Bon, et ce qui est intéressant, il faut quand même savoir, parce que nos auditeurs, nos spectateurs ne l'ont sans doute pas appris, dans cette région d'Émilie-Romagne, la coalition de droite avait 374 000 voix en 2014. Elle en a rassemblé 1 million, plus d'1 million ce coup-ci, c'est-à-dire 3 fois plus. Alors c'est vrai avec une mobilisation plus grande, et donc c'est une grande poussée électorale. En pourcentage, ils sont passés de 29 à plus de... Ils sont passés de 29 à 45%, 42%. Ouais, 44. Donc c'est une grande progression. Oui, c'est énorme. Oui. Énorme. C'est vrai, pas suffisante pour avoir remporté la région. Mais c'est une région qui est aussi un bastion historique de la gauche. Alors, si vous voulez, il faut savoir aussi qu'en Italie, il y avait 2 élections régionales. Calabre, Émilie-Romagne. En Calabre, 2 élections régionales où la gauche était au pouvoir. La gauche a perdu la Calabre. Donc elle a perdu une région. Et Salvini n'a pas gagné l'Émilie-Romagne. Donc le titre, c'était pas défaite de Salvini. Le vrai titre, c'était, si on veut être objectif, les faits. La coalition de droite emporte la Calabre, mais ne parvient pas, mais la gauche parvient à sauver l'Émilie-Romagne. C'est pas la défaite. Vous avez deux régions qui appartiennent à votre adversaire, vous en prenez une, pas 2, et le monde vous dit c'est une défaite. Surtout qu'effectivement, ils sont pas loin non plus de conquérir l'Émilie-Romagne, malgré son statut très à gauche. Donc c'est pas non plus une défaite écrasante. C'est pas du tout une défaite écrasante. C'est vrai que, en fait, si Salvini avait emporté l'Émilie-Romagne, c'était un raz-de-marée, parce que ça veut dire que la gauche disparaissait de toute l'Italie. Voilà. Alors il y a une chose qui est juste, qu'il faut quand même souligner, que Le Monde souligne et qui est assez intéressante. Ils expliquent, il y a eu une très forte mobilisation des électeurs. On l'a vu, une mobilisation extrêmement forte des électeurs de droite, puisqu'ils ont triplé le nombre des voix, mais aussi une mobilisation assez forte des électeurs de gauche, ce qui a permis à la gauche de sauver l'Émilie-Romagne de son point de vue. Et pourquoi ? Alors, Le Monde nous dit, c'est à cause du mouvement des sardines, un mouvement de jeunes, etc. Qu'est-ce que c'est que les sardines ? Ce sont des happenings, on va dire, antifa, qui ont été puissamment montés en épingle par les médias. Et donc, la mobilisation de l'électorat de gauche, elle est due à l'engagement des médias. Quand je dis ça, je fais un constat objectif. C'est toujours comme cela que ça se passe. La gauche qui contrôle les médias, le camp du bien qui contrôle les médias, s'arrange toujours pour mobiliser les électeurs quand ils estiment qu'il y a un danger de victoire dans le camp d'en face. Ça a marché en Émilie-Romagne, ça n'a pas marché en Calabre, mais c'est un point à retenir. C'est la seule, je vais dire, c'est le seul aspect objectif du Monde, sauf qu'il explique que c'est un mouvement de jeunes, sans expliquer que 10 jeunes, 20 jeunes qui font un happening, c'est gentil, mais c'est gentil, ça commence à exister à partir du moment où la mayonnaise médiatique les soutient.
Alors pour finir sur ce sujet, Jean-Yves, on a assisté sur Europe 1 à une chronique assez intéressante à analyser dans la matinale de la radio avec Mathieu Béliard et Sonia Mabrouk. On les écoute. C'est un coup dur pour Matteo Salvini, l'ancien ministre de l'Intérieur, chef de la Ligue, très droitière, et devancé par la gauche selon les premiers résultats d'une élection régionale. Élection qui a valeur de test national pour le leader souverainiste italien. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour. Matteo Salvini s'est pris une déculottée en Émilie-Romagne, mais l'extrême droite se console en remportant la Calabre. Alors on sent du côté de Sonia Mabrouk la volonté d'être un peu plus respectueuse des faits, notamment d'éviter d'employer le vocabulaire diabolisant d'extrême droite. Elle parle de très droitière ou de souverainisme, bon, elle évite... par contre, Mathieu Béliard, lui, utilise le terme déculotté, ce qui est quand même absolument incroyable. Ouais. Quand vous avez 29% à l'élection d'avant, vous en avez 43% à cette élection, vous pouvez dire 43, c'est pas 50, ça c'est vrai, c'est pas une déculottée. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Et c'est marrant parce qu'en fait, Sonia Mabrouk, face à Mathieu Béliard, Mathieu Béliard, on a le camp du politiquement correct pur, qui voit en Salvini un diable, en gros. Et Sonia Mabrouk, on sent en fait qu'elle doit être plutôt du côté de Matteo Salvini, mais du coup, elle cisèle ses mots pour pas se faire avoir par la patrouille. Il faut attention, hein, la patrouille, elle est là. Hein. Oui. Mais c'est assez intéressant à analyser. Ça rigole pas. Hein. Alors, ce qui est amusant, eh bien, c'est que l'analyse de Vincent Hervouette qui suit, à qui on donne la parole, eh bien, elle est plutôt honnête. Quelques extraits choisis. Des bobos de Bologne qui mobilisent la jeunesse, les progressistes, les sardines des facs et des réseaux sociaux, toutes serrées pour faire barrage aux requins et aux raz-de-marée populistes. L'Émilie-Romagne, c'est le donjon de la gauche, sa vitrine, c'est plus que ça même, c'est son laboratoire. C'est là que le Parti communiste a abjuré la dictature du prolétariat, c'est là que Beppe Grillo a lancé Mouvement 5 étoiles. La Ligue contrôle la plupart des régions italiennes, hein, c'est pas ça qui est très important. Mais ça fait 6 mois que Matteo Salvini, Vincent, échoue à provoquer des élections anticipées. D'ailleurs, des élections qu'il gagnerait selon les sondages. La Ligue reste le premier parti d'Italie, mais la participation massive des urbains et des jeunes assure la pérennité du système. Un commentaire, Jean-Yves, là-dessus ? Non, pas de commentaire, parce que c'était une très bonne analyse électorale, assez fine, de la réalité. Donc ça prouve qu'on peut aussi quand même entendre des choses justes sur certains médias dominants. Là, c'est précis, c'est historique, c'est factuel. C'est historique aussi d'avoir une bonne chronique sur Salvini dans les médias par les temps qui courent, c'est quand même assez rare. Ah oui, tout à fait. Alors, c'est bientôt la fin de cette émission. Jean-Yves, je crois que vous n'avez pas un coup de chapeau aujourd'hui, mais un hommage. Je voudrais évoquer la mémoire et rendre hommage à une grande figure de la droite nationale, Roger Hollande, qui est mort cette nuit, à 91 ans, et qui a eu une carrière guerrière et militante extrêmement longue, puisqu'il commence en 1944 à 15 ans lors des batailles de la Libération, qu'il est engagé volontaire en Indochine, puis en Algérie, où il voit le feu de près, comme il l'avait dit quelques années plus tard, quand il était député du Front National, de 86 à 88 à des opposants de gauche. Taisez-vous, vous n'avez vu siffler que des balles de tennis. Lui n'avait pas vu siffler que des balles de tennis. Il a eu ensuite tout un engagement. D'abord, grand reporter, c'était un grand reporter, c'est-à-dire quelqu'un qui allait sur le terrain, qui racontait pas des histoires, qui allait voir en Afrique et ailleurs ce qui se passait, avec beaucoup de talent de plume. Ça a été un essayiste, et puis un combattant politique de la droite nationale, tout au long de sa vie. Voilà. Roger Hollande a rejoint la Grande Armée des Ombres. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Et Jean-Yves, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.